Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV et bienvenue dans votre émission Regard croisé. Donald Trump qui fait son comeback à la Maison Blanche. C'est le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour en parler, nos invités, Monsieur Issa Kaoundim, il est le président du parti politique l'ACRT Faso Kawele. Monsieur Jim, merci d'être là. C'est moi, c'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous pour parler de l'actualité, parce que Renouveau quand même est une télévision qui aujourd'hui compte, et vous aussi, vous marquez votre espace. C'est aussi un plaisir de vous recevoir autour de ce plateau. Deuxième invité, Monsieur Mamadou Dia. Il est secrétaire général du mouvement Akatakanaye. Monsieur Dia, merci d'être là. Merci et bonsoir. Nous saluons votre équipe et tous les auditeurs et téléspectateurs de Renouveau. Nous saluons autour de cette table les co-débatteurs. Je dis bonsoir à mes collaborateurs, à tous les membres de Akatanaye, et nous souhaitons que le débat soit fructueux et édifiant pour tout le monde. Docteur Ngolo Diarra, il est chercheur en relations internationales, professeur d'enseignement supérieur. Monsieur Diarra, docteur Diarra, merci d'être là. Merci pour l'invitation. Troisième invité, Cheikh Oumaro Soumano, coordinateur du Baromètre, un abonné fidèle à ce plateau. Cheikh Oumaro, merci d'être là. Bonsoir Barou, merci de l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs de Renouveau TV du Mali et de la diaspora, et un clin d'œil particulier aux inconditionnels de cette émission. Vous êtes aussi doctorant en relations internationales. Oui, absolument, je dois soutenir dans quelques jours. D'accord. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Nous venons juste d'apprendre le report du congrès du Haut Conseil islamique du Mali qui était prévu justement pour ce samedi. Congrès reporté. Issa Kaoundim, vous êtes l'ancien responsable de la communication de ce même Haut Conseil islamique. C'était sous l'égide de l'imam Mahmoud Diko. Congrès reporté, vous en savez quelque chose? Bon, dire que j'en sais quelque chose, c'est peut-être que j'ai relativisé, mais c'est une information qui est officielle venant du Haut Conseil islamique. Je pense que ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est une première fois qu'il y a deux reports qui n'est pas lié à un contexte social qui explique le report, mais lié vraiment à un problème d'organisation et surtout aussi de tension liées à des multitudes de candidatures. Mais avant même, il y a eu beaucoup de prises de position qui ne sont pas de nature à rassurer la communauté musulmane, mais je pense que la sagesse doit prévaloir pour l'intérêt du Mali, parce que l'islam est une religion en tout cas majoritaire dans notre pays, avec ses différentes sensibilités, courants, écoles, mais nous avons toujours en bonne intelligence cohabité avec nos valeurs, nos traditions et d'autres religions, et c'est ce qui fait que le Mali vraiment était un exemple d'équilibre. Et je pense que cette tension doit être contenue et trouver une solution. Je ne suis pas la voix autorisée, mais je pense qu'il faut, si vous me permettez juste, ne pas être long, parce que contrairement à ce que les gens pensent, le Haut Conseil, ce n'est même pas seulement le Haut Conseil islamique du Mali, il y avait l'AMIPI, le Haut Conseil islamique, c'est fait tiers la honte toujours l'État, mais ça n'appartient pas à la communauté musulmane. Les associations ne pas confondre avec l'islam. L'islam, c'est une religion, mais les associations sont nées de la volonté du mouvement démocratique sous le leadership d'Alpha. Mais avant, il y avait aussi une instance qui était unique, qui était l'AMIPI, l'Unité pour le progrès de l'islam, donc qui était à l'image du parti unique, du DPM, était comme ça, le central, l'INTM était comme ça, donc c'était unique. Et Moussa avait créé aussi l'AMIPI pour fédérer les musulmans autour, pour qu'ils puissent être interface et interlocuteurs. Et quand Alpha est venu, il avait estimé que bon, la révolution et la démocratie, il y a eu la création d'autres associations qui avaient à son temps
il y avait l'INAFEM, qui est l'instance des femmes, il y avait la Ligue des prédicateurs, il y avait l'AMIPI lui aussi, et il y avait INGM qui était l'association des jeunes musulmans. Et donc, ces différentes associations, ces 5 grandes associations ont été mises ensemble pour créer le Haut Conseil islamique. Son premier président était Abouakar Thiam. Et après, l'imam Diko a fait 2 mandats. Aujourd'hui, Chérif Ousmane Madan Madra vient de finir un mandat. Donc, renouveler ce mandat ou alors passer la main, je crois que c'est là où il y a la crise. Oui. Donc, pour les Maliens, c'est le Haut Conseil, c'est les musulmans. Mais en réalité, cette structure appartient à l'État. Beaucoup de gens ne savent pas. C'est l'État qui a créé le Haut Conseil. Et c'est l'État qui serait derrière ce report? J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça parce que c'est l'État qui l'a créé. Toutes les associations, il ne faut pas confondre l'islam et l'association. Toutes ces associations existent. Il y a des associations des prédicateurs, il y a des associations des femmes, mais c'est des associations que les gens créent, on les récépissé. Ce sont ces associations qui se mettent ensemble pour aller en congrès, pour diriger ou bien en tout cas proposer un leader. Parce que si vous prenez par exemple Chérif Ousmane Madan Nadra, son association d'origine c'est en Sardine. Oui. Si vous prenez par exemple la Ligue des prédicateurs, des prêcheurs, si vous prenez par exemple l'INAFEM, si vous prenez, il y a beaucoup de multitudes d'associations. Par exemple l'association que moi je gérais à la Kamaton, ce sont ces différentes associations qui viennent avec d'autres sensibilités, qui viennent pour ensemble mettre un bureau national. Une fois que ce bureau est accepté des musulmans, donc l'État considère comme son interlocuteur, devient interface. Mais à reconnaître que le Haut Conseil islamique a été créé par Alpha Omar Konaré à travers Soumelou Boubé Maïga, paix à son âme, et Moussa, et le mari de Madame Si, comment ça s'appelle, Ousmane Si, et puis l'ancien professeur qui était le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Lamine Traoré, c'est ça, qui a été le premier ministre de l'administration territoriale. Et donc, c'est à l'époque que Alpha a estimé qu'il fallait changer l'AMIPI au profit du Haut Conseil. Est-ce qu'on est dans le scénario, je ne l'ai pas dit, est-ce qu'on est dans le scénario aussi, alors de trouver vraiment quelque chose qui s'adapte à la nouvelle dynamique qui est portée aujourd'hui par en tout cas ceux qui ont le pouvoir. Monsieur Dia, sur ce report qui semble préoccuper beaucoup de Maliens aujourd'hui. Oui, Des reports déjà pour un seul congrès. Pour notre part, nous ne sommes pas trop au parfum de ce monde-là, parce que quoi qu'on en dise, c'est quand même le monde musulman. De par le développement que vient de faire un ancien responsable du mouvement, il s'agit en réalité de fédérer toutes les associations musulmanes. Donc si cela est, le Mali est en pleine refondation quand même. Donc certainement que c'est pour des besoins de bien faire, pour éviter des tensions. Je viens d'apprendre qu'il y a peut-être des tensions. Et donc un report serait bien indiqué, bien sage, afin de maîtriser tous les paramètres, afin de peut-être trouver l'adhésion pour qu'il n'y ait pas encore une séparation autour de ce bloc-là qu'on a mis en place, en fait, pour fédérer le monde musulman. Moi, comme je l'ai dit, on n'est pas trop dans cette tendance. Et de par ce que je viens d'apprendre, je pense que c'est bien indiqué, c'est bien sage de pouvoir maîtriser tous les paramètres avant d'aller, parce que quand même il s'agit d'une élection. Donc il ne faut pas qu'il y ait une scission dans ce monde-là, que pour ensuite en rajouter à la tension. Oui. Et donc je pense que c'est bien indiqué, on va suivre et voir ce que ça va donner comme effet bienfaiteur pour parvenir à une élection apaisée et consensuelle. Sauf que les autorités de la transition nous ont habitués à dissoudre tous les mouvements ou même les associations. Attention, est-ce qu'on se dirige vers un tel scénario, par exemple la dissolution du Haut Conseil islamique? Bon, de ce que ce scénario est à exclure. De ce que nous savons, il n'y a pas encore de tension qui puisse amener à cela. Sauf qu'il y a eu des reports. Oui, des reports ne veut pas dire qu'il y a de tension jusqu'à amener, comme on appelle, un point de rupture. Donc peut-être justement, comme je l'ai dit, le report, c'est pour pouvoir fédérer encore certains camps, s'il y en a plusieurs, je crois. Donc c'est pour trouver vraiment un consensus, d'abord dans l'organisation, et sur la préparation matérielle même de cette passation ou de cette élection, on va dire. Okay. Voilà.
Docteur, nous savons que vous avez un regard sur l'international et sur la diplomatie. Les questions domestiques ne sont pas votre tasse de thé préférée. Mais vous avez votre avis à donner. Bon, on n'a pas le choix en tant qu'un chercheur. On suit de très près de la chose parce que ça a une vocation sociologique, parce qu'en réalité, la religion, c'est des valeurs de stabilisation de la société. Alors donc, nous invitons en réalité les acteurs de démolir les murs d'incompréhension pour trouver vraiment une solution négociée. À votre question, à savoir si l'État peut aller jusqu'à la solution extrême, non, c'est pas possible. L'État ne va pas même gagner dedans, parce que si nous suivons actuellement ce qui se passe dans la religion, dans l'islam, avec évidemment des tendances à tort et à travers, et puis on va voir comment est-ce qu'ils s'échangent. L'État gagnerait en gardant le Haut Conseil, cette institution-là, pour pouvoir en réalité maîtriser ce qui se passe. L'État ne gagnerait pas vraiment dessus. Non, on ne va même pas arriver à ce niveau. Le président actuel du Haut Conseil, j'ai eu à échanger avec lui pour d'autres sujets. Je connais sa perspective sur les choses, et je pense qu'ensemble, ils arriveront vraiment à démolir les murs d'incompréhension pour qu'il y ait vraiment de stabilité pour la religion musulmane au Mali. Okay. Soumano, il n'y a pas lieu de penser à cette solution extrême qu'est la solution pour mettre fin au problème? Bon, moi j'exclus cela. Je partage parfaitement l'analyse de Dr Bolo. Et vous savez, le Haut Conseil, c'est un ligne de sagesse et d'humilité. Donc il faut noter que tous ces protagonistes sont très sages, je dirais, très humbles. Et pour moi, ce n'est pas l'élection qui va régler, aller au vote, qui va régler la question. Déjà, quand on a 11 candidats, c'est légitime, parce que les textes le prévoient, qu'à défaut de consensus... C'est quand même inédit dans l'histoire du Haut Conseil islamique. Mais justement, je dis, ce n'est pas interdit en soi qu'il y ait une multitude de candidatures, mais ça prouve aussi un malaise. Oui. Donc, justement, il faudrait compter sur la sagesse des uns et des autres pour qu'ils arrivent au consensus. Et moi, je comprends justement les différents reports parce qu'il y a eu manque de consensus. Et cela n'est pas soi. Donc, tant qu'on ne parvient pas à trouver ce consensus-là pour pouvoir positionner un candidat qui ne dérangerait personne, de mon point de vue, je conseillerais en tout cas à ce stade d'aller vers les élections. Parce que quand on parle vers les élections, les risques de scission... Surtout, l'élection, c'est un mécanisme prévu dans les textes du Haut Conseil. Parce que c'est prévu au cas où il n'y a pas de consensus, encore une fois. Maintenant, je dirais, le problème de vote, c'est que... Oui, mais pourquoi le consensus coûte que coûte, vaille que vaille? Oui, le consensus, c'est le meilleur moyen de rassembler. Parce que, imaginez, à chaque fois qu'on est allé vers le vote, ça crée beaucoup de soucis dans d'autres cas. Je ne dirais pas que ça va être le cas pour le Haut Conseil, mais je sais que si on n'arrive pas à aller au consensus, il y a de fortes chances que ce que nous créons tous, qui soit la scission, ne puisse arriver. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je ne dirais pas que ceux qui prétendent briguer la présidence n'ont pas le droit. Oui. C'est légitime, c'est légal, c'est prévu par le texte. Ce n'est pas aussi interdit que celui qui est là actuellement, me disant, que j'ai aussi rencontré à plusieurs reprises échangé, ne puisse pas aussi chercher à se faire élire. Ça aussi, ce n'est pas interdit. Mais quand il y a comme on appelle, divergence d'opinion, chacun essaie de se voir. Donc moi, je préconise, je dirais, le dialogue, la négociation. Et je dirais même que des bons offices. Vous savez, quand je dis pour une fois... Vous appelez l'État à s'impliquer dans le processus? N'importe qui. Okay. Pour moi, qu'il y ait des bons offices. Un bon office, ça peut venir de l'État, ça peut venir même des anciens membres de la cité, le premier président, je ne sais pas s'il est encore en vie. Et s'il est en vie, il peut être un vecteur de stabilisation pour pouvoir rapprocher les deux partis. Parce que, quelque part, il faut noter que sous d'autres cieux, sous d'autres associations, s'il y a une tension, c'est à eux qu'on fait appel pour stabiliser. Donc si eux-mêmes, ils ne s'entendent pas, c'est là où il y a lieu de s'inquiéter. Parce que je pense que tous ces hommes-là sont bourrés de sagesse. Et il faudrait que le dialogue et le consensus prévalent. Ok. Kaoudjim, est-ce que vous pensez qu'il y a ce risque qu'on arrive à la solution extrême? L'État, quand même, le Haut Conseil reçoit des fonds publics au nom de son rôle d'utilité publique. Non, on ne reçoit pas des fonds publics.
contrairement à ce que les gens pensent, non. Souvent que sur certaines situations, ils peuvent faire une demande que l'État peut accepter de faire une contribution, mais il n'y a pas un budget qui est mis à leur disposition en tant que l'État se dit là, ben là, pas la question. Vous posez ce qui est la quintessence. De report en report, est-ce qu'on va aboutir à une dissolution? Vous savez, d'abord, il faut faire la différenciation de deux choses. Le fait religieux est très sensible. Parce que l'islam, sa gestion, au Mali, je suis très prudent pour des raisons que vous savez. C'est pour cela que je ne suis pas très bavard. C'est très différent quand on parle de la politique. On est à un moment où il y a une tension dans notre pays sur beaucoup de questions. Et le fait religieux n'est pas innocent aussi sur certaines questions qui est très sensible. Donc, si à tort à travers... Parce que ce qui est regrettable, il y a eu beaucoup de propos sur les réseaux sociaux par les uns et les autres en termes de soutien ou de dénonciation. Donc, cela a créé déjà vraiment une certaine atmosphère. Voilà, que l'opinion s'est saisie de cela. Et donc, pour moi, c'est vrai, les textes prévoient, mais tous les bureaux du Haut Conseil islamique ont été mis sur la base d'un consensus. À chaque fois, quand il y a des difficultés, je ne vais pas revenir sur ça, parce que même le groupement des religieux qui a été créé à son temps, c'était un peu pour contester le leadership de celui qui était à la tête du Haut Conseil islamique. De l'imam Mahmoud Diko, pour ne pas le citer. Bon, donc du coup, je crois que vous savez, on n'est pas rassembleur qui levé. Okay. Voilà, les gens confondent deux choses. Être populaire et avoir beaucoup de moyens, et être indépendant, et dire ce qu'on veut, ne fait pas forcément de vous un rassembleur. Un rassembleur, c'est quelqu'un qui sait respecter et qui sait aussi prendre en compte même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui pour l'intérêt collectif. Parce que si c'est pour le Mali, je crois que toutes les voix, toutes les sensibilités comptent. C'est vrai que la sagesse doit prévaloir. Et quand déjà les gens sont dans cette dynamique, moi je ne vois pas en aucune manière un bureau sans l'implication de l'État d'une façon ou d'une autre pour qu'il puisse vraiment contribuer à ce que la sérénité revienne. Ça c'est une option qu'il faut prévaloir, mais je suis, de mon point de vue, honnêtement, aujourd'hui les textes du Haut Conseil ne sont pas, puisque je connais le texte du Haut Conseil n'est pas adapté à la nouvelle donne politique de notre pays. Donc je pense que c'est à ce niveau, je l'ai dit, puisque c'est l'État qui a créé le Haut Conseil islamique. Donc l'État doit s'impliquer dans le sens positif. Voilà, d'essayer de voir comment vraiment l'unité peut revenir au sein de la communauté pour l'intérêt de tous les Maliens. Pour revenir donc à notre sujet principal, à quoi ressemblera le monde après le retour très prochain de Donald Trump à la Maison Blanche, puisqu'il vient d'être en tout cas déclaré victorieux de l'élection présidentielle aux États-Unis. Pour formuler autrement la question, nous pouvons nous demander à quoi ressemblera la situation de crise ici au Sahel avec ce retour de Donald Trump. Déjà, M. Dia, réaction à cette élection, à ce comeback, à ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Réaction. Nous saluons déjà l'arrivée de Donald Trump pour sa personne. C'est un véritable... Donc, il était votre choix au détriment de Kamala Harris? Pas un choix, mais je l'ai vu venir depuis qu'on a essayé de l'assassiner, depuis la première tentative de son assassinat. J'ai dit, mais pourquoi... Il en a échappé à deux. Hein? Oui, bien sûr. Depuis la première tentative, j'ai dit, mais pourquoi vouloir assassiner quelqu'un s'il n'est pas favori déjà dans les élections? S'il n'avait pas de chance, il ne comptait pas, on n'allait pas vouloir l'assassiner. Depuis lors, j'ai commencé à me faire une idée de son retour potentiel. Donc, je disais, c'est vraiment une bête politique. Le courage qu'il a, on l'a traîné, on a essayé de le liquider, de l'achever. C'est un véritable phénix qui renaît toujours de ses cendres. Donc, nous disons félicitations à l'homme politique qu'il est pour son retour, le succès qu'il a pu engranger. En réalité, c'est le choix du peuple américain.
Ok. Et donc, il ne faut pas qu'on se leurre. En réalité, il a été élu par les Américains pour les Américains. Maintenant, forcément, comme on dit dans le langage vernaculaire, les États-Unis se considèrent comme les gendarmes du monde, la première puissance, comme on le dit. Et donc, l'élection de Trump va forcément impacter sur les relations internationales. Il est proche de Poutine, il est proche de Kim Jong-un, et nous, ça peut nous arranger. Et le Mali a revendiqué sa souveraineté en posant 3 principes clairs: le respect de la souveraineté, le respect des choix de partenariat, et puis la prise en compte des décisions de l'intérêt du peuple malien dans les prises de décisions. Et quoi qu'on dise, les Américains, comme encore on le dit couramment, sont aussi jaloux de leur souveraineté. Non, pas simplement, pas qu'ils soient jaloux de leur souveraineté, mais ils jouent pour la DER, comme on dit entre parenthèses. Les Américains jouent pour la DER. Donc, c'est l'intérêt. Le Mali étant ouvert aussi, et on dit que le Mali peut traiter avec des relations bilatérales entre les pays. Donc, les Américains et les États-Unis n'hésiteront pas à chercher avec nous leur intérêt, s'il y en a. Et nous aussi, on n'y est pas contre tant que les 3 principes sacrés sont respectés. Donc, ça peut être un avantage. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Nous, on a un problème particulièrement avec le monde occidental, grosso modo. Surtout la France, hein? Surtout la France, les pays européens en général, même si le leadership est quand même tenu par l'OTAN, parce qu'il faut mettre l'OTAN et le président des États-Unis. Nous savons tous que Donald Trump a demandé aux Européens de payer pour leur sécurité, leur part contributive dans l'OTAN. Donc ce qui est sûr déjà, c'est une menace. Et vous le suivez certainement l'actualité, Macron vient de donner le ton. Le jeudi tout près, dans la rentrée politique, Macron a bel et bien dit: est-ce qu'ils vont rester à regarder, laisser leur économie entre les mains de la Chine? Est-ce qu'ils vont laisser leur sécurité entre les mains des États-Unis? Donc ça veut dire qu'il voit un peu de changement. Okay. Et Trump aussi, ayant dit qu'il va désormais pouvoir taxer les Européens sur le commerce avec les États-Unis, donc il y a certainement un bras de fer qui va s'engager avec la nouvelle politique de Trump. Avec l'Europe. Avec l'Europe. Oui. Et donc Trump n'hésitera pas à aller chercher partout son intérêt dans une relation bilatérale. Et ça peut nous arranger quelque part. D'accord. Et donc les Européens, mais il y a un autre effet. On va en parler, on va vous redonner la parole. Voilà, il peut y avoir l'autre effet si les Européens sont pris à la gorge. On va vous redonner la parole. Ça peut mettre la pression sur nous. Voilà. Docteur Ngolo, est-ce que cette arrivée était prévisible déjà? Oui, je réponds. L'affirmation, c'était prévisible parce que qui connaît un peu l'Amérique, on en parle, on défend les femmes, on défend les droits des femmes, mais en réalité, dans la conscience de ces populations, même en Europe, ils sont vraiment pas prêts à... Ils sont conservateurs. Oui, ils sont vraiment pas prêts à ce que la dame soit à la tête. C'est dans leur conscience, quoi. C'était visible, mais là, laissons ça pour ne pas tomber dans la misogynie. Mais ce que les 2 tiers des milliardaires, des riches, étaient derrière, évidemment, Donald Trump. Et ensuite, les démocrates n'avaient pas vraiment préparé, parce que leur candidat est arrivé dans la scène des questions de campagne. Oui, 3 mois avant. Hein? Oui, voilà, tardivement. Mais en réalité, bon, au moment où les démocrates se basent sur les artistes, les acteurs, les stars du cinéma. Et du coup, évidemment, Donald Trump se base sur les grands entrepreneurs, sur les milliardaires. Et le taux d'inflation s'était élevé. Les Américains pensaient que, voilà, pour diminuer ça, en tout cas, Donald Trump était la solution. Mais ce que réellement, c'était prévisible. Bon, maintenant, revenons à votre question. Les relations internationales, finalement, ça va changer. Parce qu'en réalité, les républicains optent pour la théorie réaliste. America first, l'Amérique d'abord, la suprématie américaine sur les autres. Bon, dire que
c'est un ami de Poutine, c'est trop dit, et Donald Trump est imprévisible. En tout cas, il ne faut pas se tromper. Les Américains ne sont pas prêts à abandonner leur allié outre-Atlantique. Oui, mais sauf que sous sa première présidence, il y a eu peu de bruit avec la Russie, entre les États-Unis et la Russie. Évidemment. C'est-à-dire que ce qu'avec les républicains, il ne faut pas... C'est imprévisible. En tout cas, c'est la défense et les intérêts des États-Unis d'Amérique qui priment. Et même si Poutine ne va pas vraiment laisser son chemin, parce qu'il pense que ce qui s'est passé, la chute de l'URSS, c'est trop catastrophique, il faut tout faire pour redéfinir les frontières. Et l'Amérique ne va pas s'asseoir et regarder. En tout cas, ça serait vraiment tendu. Et pour les États de Sahel, les rapports entre Poutine et Donald Trump, si ces rapports deviennent vraiment un rapport diplomatique normal, ça peut vraiment un peu permettre aux États de Sahel de revoir. Mais les gens pensent que le Mali a trop de problèmes avec Paris, mais pour les Américains, c'est encore plus pire. Et je ne vais pas rentrer en profondeur. Je sais bien que 4 de nos valeureux officiers sont sanctionnés par les États-Unis d'Amérique, pour des questions de Moura, instrumentalisation des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires. Des autres, ils sont parrains de la présence des Russes au Mali, qualifiés de mercenaires par les Américains. Ils sont sanctionnés par les Américains. Au moins, un pays en guerre, vous sanctionnez 4 de ses officiers. Mais les gens n'en... Oui, mais est-ce qu'avec l'arrivée de Trump, on va lever peut-être ces sanctions-là? La thèse principale, c'est quoi? On peut aller avec cette thèse si le rapport de Donald Trump et M. Poutine, si ces rapports sont normalisés, alors Bamako peut utiliser ça pour évidemment normaliser ses relations avec les États-Unis d'Amérique. Mais ça ne serait pas vraiment facile. Soumano, vous avez vu venir Trump? Oui, déjà il faut saluer les Américains. Pour moi, la démocratie n'a de valeur que lorsque ça aboutit à l'alternance. Pourquoi saluer les Américains? Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec l'arrivée de Trump. Non, moi j'ai dit saluer les Américains parce que je le salue pourquoi? Par rapport à l'alternance. Vous savez, sous d'autres dossiers, ce n'est pas évident. En tout cas, en général, dans beaucoup de cas, il est difficile, toutes les péripéties par lesquelles il est passé, qu'il y revienne en force. Et surtout que les anciens présidents m'ont beaucoup soutenu. La preuve, je dirais que même si Kamala Harris n'était pas l'ancienne présidente, mais elle faisait office parce qu'elle était quand même vice-présidente. Et donc elle avait pratiquement tous les éléments en main, mais comme on l'a dit, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'insuffisances. Mais au-delà, il y avait eu beaucoup de scandales auxquels avait fait face Trump. Et si c'était sous d'autres sujets, ce n'était pas évident qu'il revienne. Donc là, ça porte de la vigueur et ça veut dire que les institutions sont fortes aux États-Unis. C'est pour cela que je dis qu'il faut saluer les Américains. Cependant, aujourd'hui, quand vous parlez de l'impact de son retour sur les États du Sahel, il faut noter maintenant que depuis hier, on a au Mali, ça a été, où c'était, je crois, en début de semaine, l'AES, la confédération de l'AES a été ratifiée. Donc aujourd'hui, le Mali parle au nom des pays de l'AES. Donc on ne peut pas faire une analyse uniquement en singularisant le cas du Mali. Si vous prenez un autre allié du Mali qui est le Niger, le Niger a demandé aux Américains de quitter d'enlever leur base là-bas. Donc ça veut dire que là-bas, il y a eu plus d'audace au niveau du Niger. Mais toutes ces questions aujourd'hui sont gérées par le président en exercice de la Confédération AES parce que les domaines diplomatiques, le domaine militaire et le développement sont gérés. C'est-à-dire que nos 3 pays ont décidé de faire gérer par la Confédération. Par la Confédération. C'est important. Donc ça veut dire que s'il faut voir l'impact gestion de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, on raisonne à l'échelle de l'AES, 3 pays. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est vrai, quand on regarde toute la campagne, l'Afrique n'a pas été citée. Mais l'Afrique n'a pas hésité, ne veut pas dire que l'Afrique ne va pas compter. Moi, je me rappelle, nous, il y a 3 mois, on était aux États-Unis. J'étais curieux de savoir qu'il y avait certains Américains qui étaient intéressés pour investir particulièrement au Mali. Et c'était le domaine, le secteur agricole qui les intéressait. Et sans vous étonner, j'ai été incapable de citer 5 entreprises américaines qui opèrent au Mali. J'ai été incapable en tant que président jeune patron. Ça veut dire que, peut-être ça échappe aux gens, il n'y a pas assez de rapports commerciaux, je dirais, entre le Mali et les États-Unis. Et je dirais qu'il risquait d'être pareil si on extrapolait aux 2 autres pays, le Burkina et le Niger. Donc, mais déjà, ça veut dire qu'un homme d'affaires qui revient
qui revient dans le pays, à la tête d'un pays, et vu les déplacements, parce que j'ai suivi aussi des délégations qui se sont rendues même dans l'État de Nevada pour parler de questions d'échanges sur le plan minier, des questions sur le plan assainissement, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va faciliter cela. Et si vous voyez aussi le discours de leur ambassadrice au Mali, c'est vraiment un discours de promotion de l'entrepreneuriat, des investissements. Donc moi, ça me met à l'aise de voir un chef d'État qui est essentiellement homme d'affaires, businessman. Ça, c'est important. Maintenant, autre chose, c'est que Donald Trump, contrairement à tout ce qu'on peut lui dire, c'est quelqu'un qui est très franc, qui n'a pas de hypocrite. Donc, ce qu'il pense, il le fait. Ouais. C'est clair. Il a clairement dit, c'est vrai. Maintenant, ma crainte, c'est le durcissement des conditions de délivrance des visas pour ceux-là qui souhaiteraient aller quand même visiter les États-Unis. Il a déjà annoncé les couleurs. C'est ce que j'ai dit, mais il a aussi dit beaucoup de choses. Contre l'immigration. Bon, est-ce qu'il pourra le faire? Parce que, vous savez, quand on regarde aujourd'hui la configuration américaine, ça va vous étonner, mais il y a certains États où il y a plutôt l'influence hispanique que l'influence américaine. Donc, s'ils s'attaquent à l'immigration, peut-être les gens vont passer aux Américains, aux Africains, mais c'est beaucoup plus du côté hispanique. Parce qu'il est même dit dans certaines études que d'ici 50 ans, la première langue aux États-Unis, ça va être l'espagnol. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez que déjà, c'est un terrain très glissant. S'ils s'attaquent à l'immigration, les Mexicains, les Portoricains, etc., qui viennent souvent par voie détournée, ce n'est pas très évident. Kaoudjim, est-ce que le politique que vous êtes avait vu l'arrivée de Donald Trump? J'espère que vous n'allez pas me censurer dans mon temps de parole. Allez-y, Kaoudjim. Les autres, vous les laissez parler. Moi, quand je parle, vous arrêtez. Après, vous allez visionner l'émission, vous avez plus de temps de parole que les autres. Allez-y. Vous savez, d'abord, il ne faut pas se faire des imaginations dans la tête. Il ne faut pas sortir des grandes théories pour essayer peut-être de donner une impression que l'AES compte. Même l'Afrique ne compte pas pour les États-Unis. Vous regardez le commerce mondial, l'Afrique même ne représente même que 2% dans le commerce mondial, y compris toute l'Afrique. Et restons lucides dans les analyses. Vous êtes des grands intellectuels. Il ne faut pas qu'on essaie de faire de la communication. Pour les Américains, la première des choses, d'abord, pour eux, c'est leur suprématie. Et les Américains ne sont amis à personne. Les conservateurs, ils ont leur politique. C'est des questions d'immigration, c'est des questions économiques, c'est des questions sécuritaires, qui est un peu relativement différent des démocrates, qui sont plus ou moins consensuels dans certaines démarches. Ça, c'est déjà qui fait que les Américains ont cette diversité et qui donnent la parole au peuple à chaque moment pour leurs intérêts. Et pourquoi Biden est sorti et Trump est venu? Je crois que c'est ça la question, son retour. Son retour, en partie, pour moi, il y a deux choses. Là, je suis d'accord avec une partie de l'analyse du docteur. C'est que les Américains n'ont pas une culture de femmes au sommet de l'État. Contrairement aux Allemands, vous avez vu, Merkel a fait plus de 15 années au pouvoir. Benazir Bhutto dans les pays, ou bien même l'Angleterre, il y a eu la Dame de Fer. Thatcher. Voilà. Donc, mais les Américains, les 47 présidents, pratiquement, il n'y a jamais eu une femme. Depuis le temps d'Adams jusqu'à Roosevelt, il n'y a personne qu'on a vu à un moment donné qui est une femme. Même voir les femmes vice-présidentes, ça a commencé très récemment. Donc déjà, ils n'ont pas cette culture de femme. Je crois que ça a handicapé un peu la dame, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, c'est que Biden a beaucoup hésité de céder pour permettre aux démocrates de s'organiser et de trouver un véritable challenger. Et ça, déjà que ça a handicapé le camp démocrate. Et la deuxième chose qui est évidente, c'est que l'économie américaine est en train de s'essouffler. Donc les Américains ont souci de leur niveau de vie, surtout la classe moyenne. Maintenant, et la troisième chose que personne n'a évoquée, les Américains, à chaque fois qu'ils sont en guerre, ils ont des présidents, même s'il n'est pas, il vient, c'est les républicains qui ont toujours mené toutes les grandes guerres des Américains. Aujourd'hui, la vraie guerre ne se joue pas là où vous parlez. L'Ukraine, en réalité, les Américains juste essaient de... Vous dites les républicains, les démocrates ou les républicains. Okay. C'est qu'il faut toutes les... Bush père, Bush fils, et autant de Reagan, tous ceux que ces gens que vous voyez qui font des grandes guerres, c'est... La guerre de Vietnam, c'est toujours eux qui font les grandes guerres. Et parce que les marchands d'armes, c'est qui? C'est leurs amis les Israéliens. Parce que la guerre fait fonctionner l'économie américaine. Quand il y a la guerre, et là où partout les Américains font de la guerre, on paye le matériel de guerre américain.
et leurs grands alliés en Israël qui aujourd'hui, en faisant la guerre dans ces pays-là, tous les pays arabes vont renforcer leur équipement militaire. Et ils sont obligés de payer avec les Américains. Donc la guerre fait marcher l'économie américaine, c'est du cynisme, mais c'est ça le business. Et Trump, en réalité, la Russie n'est pas un problème pour Trump. Trump se sert de la Russie pour essayer de détruire la Chine. La vraie menace des Américains, ce n'est pas la Chine, c'est pas la Russie. La Russie est d'abord sur les 3 points. Sur tous ces 3 points, les Américains dominent la Russie. Sur le plan militaire, les Américains sont la première puissance militaire, c'est indéniable. Sur le plan économique, ils sont sur les Russes. Sur le plan de ce qu'on appelle de la technologie avancée, ils sont sur les Russes. Leurs alliés sont sur les Russes. Vous prenez le Japon, c'est le 3e pays industrialisé. Vous prenez Corée du Sud, pratiquement fait jeu égal avec la Russie. Donc, vous prenez l'Europe globalement, ça appartient aux Américains. Leur véritable menace, c'est les Chinois. Parce que les Chinois, pratiquement, font jeu égal avec les Américains sur les questions économiques. Là où les Américains restent leaders aujourd'hui, c'est le domaine militaire et la monnaie. C'est pour cela cette volonté de Poutine de vouloir amener le BRICS pour essayer de se soustraire un peu de l'influence du dollar. Le dollar reste la monnaie de référence. Partout dans le monde, vous avez le dollar, personne n'hésite à prendre. Aucune monnaie n'a cette capacité dans le monde. Donc, pour garantir cette suprématie, les Américains feront tout pour essayer de détruire ce qui leur pose problème. Mais ce qui leur pose problème, ne m'arrêtez pas, je ne suis pas arrivé à... Allez-y. Donc, ce qui leur pose problème, en réalité, ce n'est pas les Russes. Et pensez que les Russes, Poutine est ami de comment on appelle, de Trump. Non, Trump n'a ami de personne. Trump a compris, plus il fait la politique américaine, c'est-à-dire que l'Amérique aux Américains, et lutter, être comme protectionniste, essayer de permettre aux entreprises américaines non seulement de prendre des marchés et essayer de protéger les entreprises américaines. Donc les Américains vont mieux vivre. Mais ça va réduire l'influence positive des Américains dans le reste du monde. Okay. C'est ce qu'il y a. Quand vous prenez, je vais finir, quand vous prenez des présidents comme Bush fils ou Bush père, c'était des présidents qui n'étaient pas du tout appréciés à l'européenne. Quand vous regardez Reagan, c'était pareil, mais ils ont été pratiquement les meilleurs présidents. Surtout le cas de Reagan, qui n'était même pas un politique dans le terme approprié du terme. Donc pour finir, je pense que ce qui se joue aujourd'hui pour les Américains, ce n'est pas la Russie. Et ce qu'il y a en Afrique en général, je ne veux même pas parler de pays de l'AES, l'Afrique en général n'est pas vraiment un atout dans la politique ou bien une menace pour les Américains, parce qu'il y a 2 choses qui font que vous êtes un atout ou une menace. Quand vous avez une capacité militaire qui peut influencer, par exemple l'Iran est une menace pour eux, parce que l'Iran avec une bombe nucléaire c'est un problème, donc les Américains feront tout avec Trump pour permettre aux Israéliens de casser les reins à ces pays-là. Donc c'est là que ça va se jouer à Moyen-Orient, mais pas vraiment au Sahel. Monsieur Dia, lorsque je préparais cette émission, il y a le réalisateur de l'émission qui me demandait, vous êtes en train de faire une émission sur l'impact du retour de Trump sur la sécurité au Sahel. Est-ce que vous êtes sûr déjà que Trump peut identifier les pays du Sahel sur une carte par exemple? Est-ce que sa question est fondée? Bon, est-ce que Trump connaît l'Afrique? De but en blanc comme ça, je ne peux pas dire qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas. Si on essayait de le juger à l'aune de son premier mandat, par exemple. Non, pour moi, ce n'est pas la bonne question à poser. Personne ne peut imaginer qu'un président des États-Unis ne peut pas situer un pays africain sur une carte. Non, c'est une illusion, c'est incroyable. Enfin, pour moi, c'est inimaginable. Moi, je pense que déjà, moi, en tout cas, je ne l'ai pas dit ici que la Russie est une menace pour les États-Unis. Je ne l'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'est un ami de Poutine. J'ai dit qu'il est proche de Poutine. Il est proche de Kim Jong-un. Et puis, l'intérêt avec l'arrivée de Poutine, c'est qu'il n'a pas cette volonté d'expansion de l'OTAN, comme Biden ou les démocrates, on va dire. Parce que c'est la volonté d'expansion de l'OTAN qui a fait, vraiment, qui a mis le feu aux poudres du côté de la Russie. Et donc, chacun a sa chasse gardée. Poutine, comme on appelle, Donald Trump, lors de son premier mandat, pendant son premier mandat, il a demandé aux Européens de payer leur quote-part. Et je reviens sur le discours de Macron. Macron a demandé aux Européens, jeudi, tout près, est-ce que nous allons laisser notre sécurité entre les mains des États-Unis? Donc ça veut dire qu'il y a déjà une alerte du côté
de l'élection de Trump. S'il dit que la Chine est une menace pour les États-Unis, oui. Mais ce qu'il ne dit pas, ce n'est pas autre chose. C'est parce que la Chine a dominé l'économie américaine. Les chiffres là qu'il avance, c'est discutable. Hein? Et il fait sans la nouvelle configuration de l'ordre mondial qui se prépare. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'ancien ordre. L'ordre mondial qu'on connaît est menacé. D'où l'annonce des BRICS, de la création de la monnaie des BRICS et tout. C'est une donne avec laquelle il faudrait composer. Et la proximité, on l'a dit pendant le premier mandat, Donald Trump avait des affaires en Russie. On a même annoncé des montants, 2 milliards de dollars d'investissement en Russie. Et donc, voilà pourquoi on peut affirmer qu'il est proche de la Russie. Et donc, cette proximité va dans ce que j'ai dit globalement, que l'Américain va chercher ses intérêts où il est. Et en tant qu'homme d'affaires, M. Soumano pourra le confirmer, il ne va pas aller chipoter sur des détails des démocrates. Hein. Lui, il va aller simplement chercher les intérêts des États-Unis, l'Amérique d'abord. Et donc, en excluant la volonté d'expansion des États-Unis, en mettant en jeu la proximité de Poutine et de Kim Jong-un, ça peut être un avantage à exploiter pour les États africains, et particulièrement les États du Sahel, parce que nous, on est proche de ces deux. Et on a vu aussi l'intervention des militaires coréens sur le théâtre des Russes, ukrainiens à côté des Russes, ce qui n'est pas fortuit. Et donc, ça peut servir vraiment de tremplin non seulement à la gestion de cette crise, parce que si Trump dit qu'il va finir la guerre en une journée, il s'agit un peu de cela. Peut-être qu'il va geler les fonds, les dépenses militaires des États-Unis, peut-être qu'il ne va plus donner d'armement aux États-Unis, et lorsqu'il va demander aux Européens de payer pour leur sécurité, donc ça va simplement changer la donne. Il s'agit de cela. Et sans compter que l'ordre mondial aujourd'hui change. Le spécialiste des relations internationales le confirmera certainement. Et donc ça, ce n'est pas fortuit. Parce que nous aussi, le problème du Sahel, c'est quoi? Le problème du Sahel, en réalité, au-delà de tout ce que les démocrates avancent, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on a osé simplement demander, réaffirmer notre volonté de souveraineté. Et donc, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Autrement, on a vu des bons coups d'État, des bons putschistes. Hein. Ceux qui n'ont jamais osé revendiquer leur souveraineté, ils sont caressés. Tous ceux qui ont osé aller vraiment dans le sens du bouleversement de l'ordre établi, Macron l'a dit, le monde est un théâtre organisé entre les herbivores et les carnivores. Ça veut dire quoi? Il faut lire entre les lignes. Et il dit qu'il faut que les Européens soient des carnivores. Ça veut dire quoi? Ils vivent de chair et de sang. Si on extrapole ça, ça veut dire qu'ils sont prêts à faire la guerre pour pouvoir vivre. Et donc nous allons être quoi? Des herbivores. Et pourtant, nous sommes les premiers à dire que on aime le café français, on aime le vin français, on aime le parfum français. Ça voudra dire qu'on a accepté notre sort d'être consommé par les carnivores. Donc nos États se sont organisés, c'est pour réaffirmer notre souveraineté. Nous aussi, on va devenir des carnivores sur le théâtre international. Ngolo, très concrètement, est-ce que l'arrivée de Trump va amener les États-Unis à soutenir plus efficacement les armées de l'AIS, par exemple, pour qu'elles arrivent à bout de ce terrorisme? Oui, tout à fait. C'est les diplomates des États de l'AIS qui doivent beaucoup travailler. Vous les invitez à travailler dans ce sens? Oui, c'est qu'ils doivent travailler, ils doivent amener une diplomatie active, parce que s'il y a des changements de l'autre côté de l'hémisphère nord, ça va impacter ici. Ce qu'en réalité, l'Amérique compte sur l'Afrique. L'Amérique a des représentations diplomatiques partout en Afrique. L'Amérique aussi a une force, l'Africom aussi. L'Africom est présent, et même si le commandement est à Stuttgart, nous avons vu récemment les Américains qui ont quitté Agadez se sont installés en Algérie pour superviser ce qui se passe. En tout cas, la Pentagone
supervisent ce qui se passe et puis ça les intéresse beaucoup. Et Trump n'était pas là il y a 4 ans de cela. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Plusieurs puissances ont intensifié leur partenariat avec l'Afrique. La Chine en a fait, la Russie et même d'autres pays. La Turquie. Voilà, donc la Turquie et surtout Ankara. Ankara aussi qui est membre de l'OTAN. Donc il y a toutes ces réalités qui sont là. Et est-ce que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique sont prêts à laisser ces importantes richesses, parce que Obama a l'habitude de rappeler que l'Afrique est un continent vierge à explorer encore, parce qu'il y a des réserves de matières premières, et ce sont ces matières premières qui alimentent les entreprises de ces sociétés. Donc en réalité, l'Amérique compte sur l'Afrique. C'est une réalité. Maintenant, d'autres réalités... Est-ce que l'Afrique compte sur l'Amérique? Oui, l'Afrique, évidemment. Et en tout cas, à l'ère de la mondialisation, les États sont... Il y a l'interdépendance entre les États. Comme le dit Montesquieu, si un a intérêt de vendre, l'autre a intérêt d'acheter. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, s'il y a une intelligence diplomatique des États de l'AIS, il faut utiliser cette situation en notre faveur pour normaliser les relations avec les États-Unis d'Amérique et pour sortir de l'isolement de l'autre côté, de l'autre côté de l'Atlantique, parce que c'est important. Poutine, aujourd'hui, a beaucoup de difficultés, ça il faut reconnaître, mais c'était une solution pour l'Afrique. Très rapidement, j'ai échangé avec un haut militaire en 2021. On était dans cette situation, c'était difficile, on observait et tout ça n'allait pas bien. Paris demandait de partir, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer, on disait que le Mali va devenir comme Afghanistan. On était tous unanimes qu'il fallait mettre sur cale axe Bamako-Moscou, au moins c'est pour trouver quelques armes et puis donner ces armes-là à nos éléments qui sont au front, au moins c'est pour sauver leur vie. Mais on ne savait pas si Poutine allait ouvrir sa porte, parce que nous sommes des observateurs, hein, on est là dans la recherche de la solution. Bon, on était tous d'accord qu'il fallait partir à Moscou. Mais ce qui a été très bien pour nous, ça c'est le déclenchement, l'intensification de combat en Ukraine et qu'il y a eu des bactéries de sanctions contre Poutine. Et il fallait trouver maintenant un espace vital. Et cet espace vital, c'est l'Afrique, c'est le Sahel, il faut venir prendre appui. Alors si l'Amérique continue dans ce sens, il va falloir regarder les États de l'AES, et les États de l'AES aussi doivent jouer la carte, voilà, pour avancer. C'est comme ça. Et dans cette situation, quand les républicains arrivent, il a mentionné, c'est la théorie réaliste des relations internationales. Le pragmatisme. Oui, c'est le pragmatisme, il n'y a pas de sentiment dans les affaires. C'est comme ça, il faut se battre, voilà, pour rester en vie. Déjà, Trump, on peut dire que sous Biden, l'Amérique a perdu pied, en tout cas au Sahel. Est-ce qu'avec Trump, l'Amérique va signer son grand retour au Sahel, en tout cas du point de vue militaire et sécuritaire? Vous savez, Barou, moi je vais vous dire une chose. Quel que soit le régime qui se succède aux États-Unis. Peut-être les discours ne sont pas les mêmes. Oui, les discours, mais je vais relever un fait qui est important. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est que les Américains restent toujours parmi les 4 autres détenteurs, pays détenteurs de droits de veto. C'est eux qui discutent la sécurité mondiale. Ça, c'est clair. Ils ont ce deal entre eux, les 5 pays. Les États-Unis, la Russie, la France, l'Angleterre et puis la Chine. Voici ces 5 pays-là. Donc, tout ce que nous, on peut analyser, il y a des lignes rouges entre eux là-bas. Donc, ça veut dire quoi? Que ce soit les démocrates ou que ce soit les républicains, toutes les actions qui ont été menées dans ce grand Sahel-là, que aujourd'hui, les républicains qui viennent, il ne faut pas être étonné de savoir qu'il y a certaines actions qui ne vont pas aller, qui ne vont pas être posées. Parce que si c'était possible, ça serait posé par les démocrates. Ça, c'est une logique. Non, je parle du retour, par exemple, de la base de drones américaine qui était à Agadez, par exemple. J'ai compris, mais les Américains le font pour leur propre sécurité. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, ils viendront changer la chose et que c'est eux qui vont faire la guerre avec place. C'est pour cela que j'ai dit, il faut qu'on ne perde pas cela de vue. Mais par contre, ce qui peut fondamentalement changer, et je l'ai dit, parce que moi j'ai eu la chance de discuter avec certains responsables américains aux États-Unis il y a 2 mois, c'est qu'ils veulent considérer l'Afrique. Et l'Afrique encore, ce n'est pas forcément les États pris individuellement, ce n'est pas aussi les États pris par sous-ensemble. S'ils parlent de l'Afrique, c'est leur interlocuteur, de mon point de vue, c'est l'Union africaine, déjà. Et ça leur permet de toucher aux grands.
Parce que quand on parle de l'Afrique, le premier géant de l'Afrique, c'est le Nigeria. Mais aujourd'hui, ils ont plus des affinités avec des pays comme l'Afrique du Sud. Peut-être ça, c'est l'économie. Non, mais c'est ça que je parle de la sécurité. Non, moi, c'est ça que j'ai dit. La sécurité, je la mets toujours dans le cadre des Nations Unies. Parce que les Américains sont très... C'est leur bébé, en fait. Les Nations Unies, aujourd'hui, ils se sentent à l'aise à ce niveau-là. Donc, je ne vois pas qu'ils vont développer des actions au-delà des engagements qui sont pris à ce niveau-là. Ça, c'est important. Mais par contre, vous parlez d'impact qu'on peut espérer avec le comeback. C'est ça que j'ai dit, c'est sur le domaine économique et surtout le développement des investissements, la promotion des investissements. Et regardez aujourd'hui, regardons seulement le cas du Mali. Si vous voyez tous les chèques qui sont donnés pour la promotion des PME, ça doit vous donner une idée. Et aujourd'hui, je parlais du cas où j'ai discuté avec des responsables américains aux États-Unis, où c'était pour le cas précis du Mali, c'était l'agriculture qui les intéressait, faire des sociétés d'agro-business et même donner la possibilité à des Maliens de créer des entreprises en France. Donc, ça, on peut espérer des changements parce qu'en ce moment-là, ça peut également consacrer leur hégémonie. Voilà, hégémonie, c'est important. Maintenant, sur le plan sécuritaire, moi, je reste très, très, très réservé sur cette question. Je ne pense pas que Biden va changer grand-chose, contrairement à ce que Trump va grand-chose, contrairement à ce que Biden a pu faire. Kaudjim, vous êtes aussi pessimiste sur le retour de l'Amérique. Avant de répondre d'abord, quand on parle du parfum, de gastronomie, je pense que ces 3 pays des Sahel, leur monnaie c'est fabriqué en France. Quelle souveraineté parle-t-on? Ils continuent. Peut-être la monnaie est garantie par la France. Non, c'est français. C'est sur notre or. Non, vous avez parlé, on ne vous a pas interrompu, je vous en prie. Voilà. Quand vous utilisez, vous n'êtes pas capable d'avoir votre monnaie, vous parlez de quelle souveraineté? Sortons vraiment des expressions à se faire remarquer pour ceux qui décident ici. Maintenant, les Américains, la sécurité africaine, ce n'est pas leur affaire. Ils sont venus en Somalie, c'est pour traquer les islamistes. Ils sont venus au Sahel, c'est pour contrôler le Sahel, voir tout le mouvement, avoir le renseignement, avoir un œil pour que ce qui les est arrivé avec les attentats de 2000, combien, voilà, ne se reproduisent pas. Parce que les Américains ont compris que le terrorisme est une menace qu'il faut contenir pour que ça ne les atteigne plus. Parce que c'est des gens qui ne se laissent pas vraiment envahir. Sinon, la sécurité, au problème endogène des Africains qui se tuent entre eux là, les Américains, ce n'est pas leur affaire. C'est cynique, mais c'est comme ça. Maintenant, quand vous parlez de l'investissement, l'Amérique d'abord, vous savez, les Américains, un certain type d'investissement, ils ne font pas avec des régimes qui ne sont pas légitimes. Hein. Ils peuvent avoir des relations dans le domaine pour les droits de l'homme ou bien aider, comment on appelle ça, le soutien aux problèmes déplacés, aide humanitaire, tout. Mais les Américains, d'abord, c'est la première des choses, il faut avoir un régime démocratique. Et ces 3 pays pris ensemble, aucun de ces pays n'est démocratique. Vous avez, ils sont comme ils sont. Maintenant, ici, on parle de souveraineté. Mais qui a remis en cause les souverainetés de ces pays? Ils sont souverains depuis 1960. Il ne faut pas qu'on vienne vraiment nous tenir des discours vraiment qui n'est que seulement pour essayer d'endormir les consciences. Le Mali, le Burkina, qui s'appelle Haute-Volta, le Niger sont souverains depuis 1960, octroyés en 60. Donc, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, la vraie question qui se pose à ces pays-là, c'est le sous-développement. Vous avez des pays où, dans certains pays, 70% des enfants ne vont pas à l'école. Et vous avez ces pays-là, 70% de leur jeunesse n'ont pas d'emploi, ni de perspective. Nous n'avons pas de ressources humaines en quantité pour pouvoir faire face aux défis. Voilà les vrais défis. Et on se plaint toujours, c'est Biden, ou bien c'est les Américains, c'est les Français, ou bien c'est Poutine. Quand quelqu'un qui dit que je suis ami même avec Jong, comment ça s'appelle? Je ne connais même pas son nom. Le très fermé là. Voilà, ce monsieur-là. Même dire qu'on est ami de celui-là, même ça fait peur. C'est un monsieur qui, en réalité, son pays, il n'y a aucune liberté. Tout est contrôlé par lui. Ce pays est hermétiquement fermé. Donc, comment peut-on dire qu'on est amis? Vous êtes amis, ça c'est vous, en Gataka, mais nous, on n'est pas amis. Donc, moi, je pense que quand on est sur un plateau, on peut donner son avis, on doit respecter l'avis des autres. Voilà, le vin, moi, je ne suis pas consommateur du vin, mais la France fait le meilleur vin. Mais la gastronomie et le parfum, je pense que ça se paie avec le CFA. D'accord, 10 secondes pour clore. 10 secondes, allez-y.
Bon, déjà, sur l'intitulé, moi je dirais que le Sahel n'est pas en crise. Parce que vous avez dit l'intitulé, la crise au Sahel. Aujourd'hui, c'est le monde... La crise sécuritaire n'est pas une réalité au Sahel? Non, vous n'avez pas parlé de crise, vous avez dit la crise du Sahel. C'est global. Globalement pris aujourd'hui, c'est le monde occidental, la gouvernance occidentale qui est en crise. D'accord. Et nous, on est attaqués. On nous a imposé une guerre. Et cette guerre-là, c'est contre notre souveraineté. Et donc, nous le réaffirmons. Nous sommes en train de nous positionner pour revendiquer et asseoir notre souveraineté. D'accord. Donc, la crise est de l'autre côté. Et tant qu'on ne sort pas du mode de gouvernance occidentale, on ne va jamais pouvoir se développer. D'accord. Voilà. 10 secondes. Oui, dire évidemment à ceux qui sont les commandants du bateau malien actuel, c'est vraiment de travailler et normaliser les relations diplomatiques avec tout le monde et travailler sur des questions de développement économique, l'éducation, s'occuper de cette jeunesse et préparer cette population à l'exercice démocratique pour vraiment pacifier évidemment ces États du Sahel. 10 secondes. La même chose, moi je proposerais plutôt de voir du côté de relance économique qui bénéficierait aussi bien au Mali, au Niger et au Burkina. Kaudjim? Je pense que sur un point, on est tous en face. C'est-à-dire que tant qu'on confuse le pouvoir par les armes, il ne peut pas avoir de développement. Vous allez imposer votre volonté, les bénis, oui, les affidés vont vous accompagner. Quand vous allez montrer vos limites, ce sont les mêmes qui vont dire que bon, voilà, il faut passer à des réformations pour ne pas parler autre chose. Mais je pense que le vrai combat de l'Afrique, c'est vraiment faire face à ces défis qui a été cité par tout le monde. C'est les défis de sécurité, de développement, mais aussi de bonne gouvernance. Et tout cela ne peut aller s'il n'y a pas une prise de pouvoir par la démocratie. Donner la parole, donner le pouvoir au peuple de choisir ses dirigeants. Et ces trois pays-là ont en commun confiscation de pouvoir. Nous sommes au terme de ce débat. Nos invités étaient M. Issa Kaoundim, président de l'ACRT, Faso Kaolé, Dr Ngolo Diarra, professeur d'enseignement supérieur spécialiste en relations internationales, M. Chakmar Soumano, coordinateur du baromètre, Mamadou Dia, secrétaire général du mouvement Agataranae. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.